Au 8e siècle au Moyen-Orient, une nouvelle dynastie s'empare du contrôle de l'un des plus grands empires du monde, le califat islamique. Bien qu'on ne se souvienne plus beaucoup d'eux en Occident aujourd'hui, les Abbassides ont régné pendant 5 siècles. Ils ont dirigé une ère de domination militaire islamique, de construction de villes, d'érudition brillante et d'innovation technologique. Cette période est aujourd'hui considérée comme l'âge d'or de l'islam. Voici l'histoire du califat abbasside. « 632 après Jésus-Christ. Dans la ville arabe de Médine, le corps du prophète Mahomet gît mort. Ses disciples, professant la nouvelle religion de l'islam, déferlent sur la péninsule arabique, l'unifiant sous le règne d'Abou Bakr, le premier calife, le lieutenant de Dieu sur terre. Ils font alors irruption sur la scène mondiale, s'attaquant aux 2 superpuissances du Moyen-Orient, l'Empire romain d'Orient et l'Empire sassanide. Tous deux sont vulnérables après des décennies de guerre, et les musulmans mènent une campagne éblouissante, remportant victoire après victoire. En 651, ils ont envahi les 2 tiers de l'Empire romain d'Orient et presque tout l'Empire sassanide. Mais en 656, le 3e calife, Othman, est assassiné, déclenchant la première guerre civile musulmane, ou fitna. Ali, cousin et gendre du prophète Mahomet, a le soutien du peuple. Mais il est opposé par le gouverneur de Syrie, le parent d'Othman, Mouawiya. 5 années de carnage culminent avec l'assassinat d'Ali à Koufa. Mouawiya sort triomphant et établit un nouveau califat Omeyyade. De nouvelles conquêtes contribuent à forger l'un des plus grands empires de l'histoire, mais il est déchiré par une nouvelle guerre civile. Un défi vient de Al-Hussein, fils d'Ali, petit-fils du prophète Mahomet. Il s'oppose à la succession du fils de Mouawiya, Yazid. Mais en 680, lui et ses partisans sont vaincus et tués à la bataille de Kerbala. Les partisans d'Ali et ses descendants deviendront plus tard les chiites. Ils commémoreront toujours la mort d'Al-Hussein, chaque année, le jour de l'Achoura. Le vaste califat omeyyade continue de s'étendre. Mais de graves divisions internes sont présentes. Une grande partie de ce que nous savons du califat omeyyade provient de sources ultérieures, souvent hostiles. Mais il semble clair que la petite élite arabe musulmane qui dominait ce grand empire était de plus en plus impopulaire auprès de ses sujets, y compris certains de ceux qui furent plus tard qualifiés de dhimmi. Il s'agissait de non-musulmans, notamment de chrétiens, de juifs et de zoroastriens, qui étaient traités comme une sous-classe et contraints de payer des impôts supplémentaires. Même ceux qui se convertissaient à l'islam, connus sous le nom de Mawali, étaient souvent traités comme des sujets de seconde classe. Des décennies de mécontentement étaient sur le point de déborder. Le symbole de l'autorité des Omeyyades était leur bannière blanche. Mais en 747, un nouveau symbole surgit pour défier leur règne. Les bannières noires des Abbassides. Les Abbassides étaient une famille arabe, descendante de l'oncle du prophète Mahomet, Al-Abbas, dont ils tirent leur nom. Eux et leurs partisans croyaient que ce lien de sang avec le prophète leur donnait un droit légitime au titre de calife. Bien plus que les Omeyyades, que les Abbassides décriveront plus tard comme décadents et méprisés. Les Abbassides promettent un retour au véritable islam,
des enseignements et un mode de vie exemplaire, et envoie des missionnaires et des agents à travers le califat pour diffuser leur message. En 747, alors que le califat est à nouveau ravagé par la révolte et les guerres civiles, les Abbassides vont saisir leur chance. Dans l'est du Khorasan, un général nommé Abu Muslim, probablement un converti persan, lance une révolte et prend comme symbole la bannière noire des Hachémites. Les Hachémites, descendants de Hachim, sont la famille élargie du prophète, les Abbassides étant parmi eux les plus importants. Cette région frontalière, qui comprend aujourd'hui le nord-est de l'Iran et des parties du Turkménistan et de l'Afghanistan, est particulièrement propice à la rébellion. Ici, Arabes et non-Arabes convertis vivent côte à côte, se marient entre eux et se battent côte à côte pour défendre la frontière. Pour beaucoup, les Omeyyades sont des seigneurs distants et impopulaires. De plus, l'opposition est alimentée depuis des décennies par des agents et des missionnaires hachémites qui cherchent à renverser les Omeyyades et à les remplacer par l'un des leurs. Ils ont semé les graines de la révolution. Ainsi, lorsqu'Abu Muslim commence sa révolte, il attire rapidement des partisans, arabes, perses et asiatiques centraux, dont beaucoup sont des guerriers expérimentés. Il se révèle être un commandant brillant, remportant une série de victoires sur les forces omeyyades et occupant Koufa, capitale de l'Irak, en 749. Les Abbassides prennent alors la tête de cette révolution. Et l'année suivante, leurs forces rencontrent l'armée du calife omeyyade, Marwan II, à la rivière Zab. La plupart de ce que nous savons de la bataille qui s'ensuivit provient de sources abbassides. Le calife Marwan semble avoir été un commandant courageux, mais téméraire, lançant une charge de cavalerie frontale contre la ligne abbasside. Les historiens abbassides racontent comment leurs propres troupes, inspirées par les victoires récentes, tinrent bon. Leurs murs de lance repoussèrent la cavalerie. L'attaque se termina en désastre. Le moral des Omeyyades était brisé, leur armée en déroute. Marwan parvint à fuir la bataille, mais est poursuivi et tué en Égypte. D'autres Omeyyades sont également traqués et exterminés. Même les tombes sont profanées. L'un des membres survivants de la dynastie, Abd al-Rahman, s'enfuit en Espagne. Quelques années plus tard, il fonde l'émirat de Cordoue, une deuxième dynastie omeyyade qui prospéra en Ibérie pendant des siècles. Entre-temps, Aboul Abbas as-Saffah devient le premier calife abbasside, même s'il faudra plus d'une décennie aux Abbassides pour consolider leur emprise sur le pouvoir. As-Saffah déplace la résidence du calife de Harran à Koufa, plus près de la base du pouvoir abbasside en Perse. En 751, il envoie une armée pour freiner l'expansion vers l'ouest de la dynastie chinoise des Tang. La campagne culmine avec une victoire sanglante à la bataille de Talas, mais marque également la limite de l'expansion du califat vers l'est. Beaucoup de ceux qui ont contribué au renversement des Omeyyades avaient souhaité la fin du règne héréditaire et le retour à des califes élus au sein d'un groupe d'élite. Ils vont cependant être déçus. En 754, As-Saffah est remplacé par son frère, Al-Mansour. Les Abbassides seront la nouvelle dynastie dirigeante et Al-Mansour s'avérera l'un de ses plus grands califes. Mais son règne commence de manière peu propice, avec l'exécution du brillant et populaire général Abu Muslim, désormais considéré comme un rival potentiel dangereux. Al-Mansour fait face à la rébellion des Alides, un puissant clan descendant du gendre du prophète Ali. Ils sont mécontents du pouvoir dynastique croissant des Abbassides
et revendiquent leur propre pouvoir. Al-Mansour écrase la dernière grande révolte des Alides en 762, inaugurant une ère de stabilité, de prospérité et de paix. Cette année-là, il ordonne la construction d'une nouvelle capitale sur les rives du Tigre. Officiellement, elle sera connue sous le nom de Médina as-Salam, la cité de la paix. Elle s'avérera être son plus grand héritage, une ville qui deviendra l'une des gloires du monde médiéval, Bagdad. Sous le règne du petit-fils d'Al-Mansour, Haroun ar-Rachid, le califat prospère comme jamais auparavant, avec Bagdad en son cœur. De nombreuses légendes entourent le calife Haroun ar-Rachid, le bien guidé. Il est, après tout, un personnage central des Mille et une nuits, le chef-d'œuvre de la littérature arabe. L'image d'Ar-Rachid qui nous parvient de ses sources est celle d'un souverain pieux, sage et bienfaisant, qui priait 100 fois par jour et donnait chaque matin 1000 dirhams à de bonnes causes. La légende raconte qu'Ar-Rachid errait dans les rues de Bagdad, déguisé en mendiant, pour voir comment vivaient ses sujets. C'était un brillant cavalier, mécène des arts et un joueur d'échecs passionné. Sa cour était un lieu où la religion et la philosophie pouvaient être discutées et débattues ouvertement, parfois même par une femme. Au califat, comme dans le reste du monde médiéval, peu de femmes avaient un statut élevé à part entière. Mais en tant que mère, épouse et concubine, elles pouvaient exercer une énorme influence. Al-Kayzouran, autrefois esclave yémite, est passée du statut de concubine à celui d'épouse du calife et a exercé un pouvoir considérable pendant le règne de son mari, le calife Al-Mahdi, et celui de son fils, le calife Ar-Rachid. Célèbre pour son intelligence et son érudition, elle a tenu des discussions sur la politique et la stratégie militaire, a reçu des ambassadeurs étrangers et est intervenue sur des questions de justice. Elle a dépensé une grande partie de son immense richesse en travaux publics et en œuvres de charité. Beaucoup la comparaient à une co-dirigeante, ou même au vrai calife. Le succès du règne d'Ar-Rachid a été soutenu par un gouvernement et une administration efficaces. La plupart de ces structures s'inspiraient de celles de leurs prédécesseurs, les Sassanides, et ils faisaient largement appel à des bureaucrates persans et d'Asie centrale. La famille Barmécide est particulièrement remarquable. Les Barmécides descendaient de grands prêtres du temple bouddhiste de Newbahar, près de Balkh, dans l'Afghanistan moderne. En tant qu'alliés des premiers Abbassides, ils jouèrent un rôle important au sein du gouvernement, contribuant à favoriser une ère de gouvernance islamique imprégnée d'éléments de la culture persane sassanide. Ils servirent les Abbassides pendant 3 générations. Mais les jeux de pouvoir à la cour pouvaient être dangereux et imprévisibles. En 803, Ar-Rachid décida que les Barmécides étaient devenus un peu trop puissants. La famille connut une chute soudaine et dramatique de la faveur royale, et nombre de ses membres furent emprisonnés ou exécutés. Leur disparition mit fin au contrôle des Barmécides sur le poste de vizir, un poste récemment apparu à la cour, en tant que conseiller principal et ministre en chef du calife. C'était un rôle d'une importance considérable. Certains vizirs exerçaient plus tard un pouvoir si important qu'ils éclipsaient le calife lui-même. La renommée de la cour d'Ar-Rachid se répandit dans le monde entier. Charlemagne, roi des Francs, empereur des Romains et le souverain le plus puissant d'Europe, envoya plusieurs ambassades à Bagdad.
En retour, Ar-Rachid lui envoya des cadeaux éblouissants, notamment du parfum, des échiquiers en ivoire, une merveilleuse horloge à eau et même un éléphant nommé Abou Abbas, qui vécut plusieurs années à la cour de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. La vie culturelle du califat, et de Bagdad en particulier, était remarquablement cosmopolite. La cour abbasside célébrait même des fêtes persanes, telles que Nowruz, le Nouvel An persan. Une telle ouverture d'esprit a aidé le califat à prospérer en tant que centre de culture, de sciences, d'art et de médecine. Le centre d'apprentissage était la célèbre bibliothèque de la ville, Belt al-Hikma, la maison de la sagesse, bien que l'on ne sache que peu de choses sur sa fonction aujourd'hui. Ici et dans tout le califat, les érudits ont traduit des œuvres classiques du grec, du moyen perse et du sanskrit en arabe. Leurs efforts ont assuré la survie d'innombrables œuvres qui auraient autrement été perdues, y compris celles de grandes figures comme Aristote et Galien. Ils ont également fait nombre de leurs propres découvertes originales, des connaissances qui allaient être très recherchées par l'Occident médiéval. Les érudits de Bagdad étaient des maîtres dans de nombreux domaines. Al-Kindi, connu comme le philosophe des Arabes, était un polymathe célèbre qui a écrit sur la logique, la psychologie, l'astronomie, l'astrologie et bien d'autres sujets. La contribution d'Al-Khwarizmi aux mathématiques lui a valu d'être surnommé le père de l'algèbre. La version latine de son nom, Algorithmus, est à l'origine du mot algorithme. Le savant chrétien Hunayn ibn Ishaq fut surnommé le cheikh des traducteurs pour son rôle dans la traduction de textes anciens en arabe. La culture matérielle a également prospéré sous les Abbassides, avec l'introduction de la poterie émaillée au IXe siècle, ouvrant de nouvelles possibilités artistiques. De nombreuses pièces colorées, décorées d'animaux et de lettres koufiques, ont été découvertes dans l'ancien califat de cette période. Le califat abbasside a également bénéficié de sa position à cheval sur les routes de la soie, nom de l'ancien réseau de routes commerciales reliant l'Europe à l'Asie. Des importations précieuses voyageaient le long de cette route, comme la soie, les épices, l'ivoire, les pierres précieuses et même les chevaux pur sang. Pour encourager ce commerce, les Abbassides ont construit de nouvelles routes, ainsi que des auberges, des hospices et des puits pour le confort des voyageurs. Les nouvelles idées et technologies ont également circulé le long des routes de la soie. Les techniques chinoises de fabrication du papier ont atteint le monde musulman sous les Omeyyades. Mais c'est sous les Abbassides que la production de papier a vraiment pris son essor. Beaucoup moins cher que le parchemin ou le papyrus, le papier abondant a transformé la pratique de l'administration et de la fabrication de livres et a aidé l'islam médiéval à devenir l'une des cultures les plus livresques de l'histoire du monde. Au 7e siècle, les premières conquêtes arabes ont repoussé la frontière de l'Empire romain d'Orient jusqu'au mont Taurus. Depuis lors, le califat et l'Empire étaient dans un état de guerre presque perpétuel, avec des raids fréquents des deux côtés à travers la frontière syrienne. Les Arabes ont même assiégé Constantinople à 2 reprises, mais n'ont pas réussi à prendre la grande ville. En 782, Ar-Rachid lui-même avait conduit une force abbasside jusqu'aux rivières du Bosphore. En 804, l'Empire romain d'Orient payait un tribut annuel au califat. Lorsque l'empereur Nicéphore cessa de payer, une armée abbasside traversa les monts Taurus et prit son armée par surprise à Crassos. Les Romains subirent une lourde défaite. L'empereur lui-même fut chanceux de s'en sortir vivant.
Le cycle des raids et des contre-raids continua pendant des années. Ar-Rachid déplaçait même la capitale abbasside à Raqqa pour se rapprocher de la frontière. Mais cette fixation sur son rival à l'ouest a peut-être aveuglé le calife au trouble à l'est. En 809, la nouvelle d'une révolte au Khorasan arriva. C'est alors qu'il se rendait vers l'est pour faire face à cette rébellion que le calife Haroun ar-Rachid tomba malade et mourut. Son règne de 22 ans allait être considéré comme un âge d'or pour le califat abbasside. Une période de prospérité, de stabilité, de réussite intellectuelle et culturelle. Mais les efforts d'ar-Rachid pour assurer une succession pacifique étaient sur le point de se retourner contre lui de manière désastreuse et replongea le califat dans la guerre civile. Dans la deuxième et dernière partie de l'âge d'or de l'islam, nous retraçons la catastrophe d'une nouvelle guerre civile, la montée d'une nouvelle caste de soldats esclaves et l'assaut dévastateur des Mongols. Un grand merci à notre conseiller historique de la série, le professeur Antoine Boroud de l'Université du Maryland. Vous pouvez en savoir plus sur les projets et les publications d'Antoine via la page web de son université en utilisant le lien dans la description de la vidéo. Merci également à la chaîne YouTube Al-Moghadima pour son aide supplémentaire dans les recherches historiques. Vous pouvez regarder de nombreuses vidéos intéressantes sur l'histoire de l'islam sur leur chaîne via le lien ci-dessous. Merci surtout aux supporters d'Histoire Épique sur Patreon qui rendent cette chaîne possible.